Bonsoir, merci de nous rejoindre sur Immédiat ce soir pour une nouvelle émission de Au cœur du débat. Et c'est un débat très particulier ce soir que l'on vous offre, un débat qui va être multidiffusé avec le concours et le partenaire de quelques pages Facebook que l'on remercie, à l'image de Ethic News, de Islam et Info, du Media Live, de Christophe Le Grand Forum, de KSL France ou encore Live Motard 06, ainsi que sur Twitter sur Christophe Fro et sur les pages respectives de nos deux débatteurs ce soir que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. Galanterie oblige, Madame Faiza Ben Mohamed, journaliste et militante. Bonsoir Faiza. Bonsoir. Ce soir, face à vous, Monsieur Jean Messia, haut fonctionnaire et économiste, président du Cercle de réflexion Institut Apollon. Bonsoir Monsieur Messia. Bonsoir Monsieur Fro. Merci d'abord d'avoir accepté ce débat tous les deux, et je dois dire que j'ai l'honneur d'annoncer aux spectateurs qui nous suivent ce soir que c'est votre premier débat. Merci de nous l'offrir, et j'espère un débat constructif, d'échange d'idées, et je compte sur vous évidemment pour vous écouter et argumenter, bien entendu. On va parler de cette loi qui est en débat à l'Assemblée nationale, qui a démarré maintenant depuis lundi dernier à l'Assemblée nationale, qui va durer entre 15 et 20 jours. C'est à la demande de Emmanuel Macron que les députés donc ont entamé l'examen du projet de loi contre les séparatismes souhaité donc par Emmanuel Macron. Évidemment, il est important de rappeler ce qu'avait dit Darmanin, et ça sera là ma première question adressée à Faiza Ben Mohamed. Gérald Darmanin, qui est le ministre de l'Intérieur, a déclaré « La République est attaquée par les séparatismes religieux et doit donc se protéger en légiférant ». A-t-il raison, Madame Ben Mohamed? Non, moi je pense que cette posture, déjà il faut rappeler une chose, c'est que cette espèce de posture de la République est attaquée, c'est quelque chose qui appartient depuis quelques décennies à l'extrême droite. Aujourd'hui, Gérald Darmanin, il reprend une rhétorique parce qu'il sait que électoralement parlant, ça peut payer en fin de quinquennat, la campagne présidentielle arrive. Il est absolument faux de dire que la loi séparatisme va protéger la société française contre de quelconques attaques terroristes. Il est faux de dire que la République française est attaquée, parce qu'aujourd'hui, si elle est attaquée par quelqu'un, c'est bien par ce gouvernement qui bousille aujourd'hui les libertés publiques. Monsieur Messia, est-ce que Gérald Darmanin a raison, effectivement, de dire que la France est attaquée et que par conséquent, il faut qu'on légifère? Écoutez, il faut faire preuve d'une cécité invraisemblable, si je puis me permettre, pour ne pas voir. Merci pour moi. Non, mais vous savez, il y a des cécités qui sont beaucoup plus graves que les cécités physiques. Il y a des cécités idéologiques, notamment, et politiques, qui sont beaucoup plus graves que les cécités physiques. Parce qu'en fait, effectivement, aujourd'hui, on ne peut pas ne pas voir exploser partout, effectivement, une attaque non seulement de la République, mais aussi de la France. Alors, ce qui me gêne, moi, dans le texte de Gérald Darmanin, si vous voulez, c'est qu'il dit que la République française, et je ne sais même pas s'il la qualifie d'ailleurs, est attaquée par des séparatismes religieux au pluriel. Donc là, déjà, moi, j'ai un problème. C'est que la République française n'est pas attaquée par des séparatismes religieux, elle est en l'occurrence attaquée par un séparatisme religieux. Qui est je ne crois pas que la France ou la République soit attaquée par un séparatisme religieux juif ou par un séparatisme religieux chrétien. Aujourd'hui, en raison de tout un tas de choses, de tout un tas d'éléments que nous allons sans doute détailler tout à l'heure, aujourd'hui, ce qui pose problème à la France, c'est effectivement le séparatisme islamique. On a encore le cas, il y a quelques jours, de ce professeur de philosophie qui exerce à Trappes et qui demande, je cite, à être exfiltré, entre guillemets. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'ampleur de ce mot. Il n'est pas exfiltré de Kaboul, il n'est pas exfiltré de Bagdad, il demande à être exfiltré de Trappes. Donc il n'y a pas des séparatismes religieux. Donc pour vous, il y a un problème, Monsieur Messia, avec le séparatisme islamiste. Il y a un problème avec le séparatisme islamiste qui est même plus qu'un problème, parce que ce n'est pas seulement un séparatisme. Le séparatisme islamiste est un séparatisme conquérant, donc pour moi c'est un suprémacisme. C'est-à-dire qu'il ne vise pas simplement à disloquer
des territoires de la République sur lesquels il appliquerait la charia et le mode de vie et de culture musulmane. Il vise à conquérir la France en avançant ses pions régulièrement dans l'espace public, à l'école, dans le monde du sport, dans le monde de la culture, etc. etc. Alors, on va détailler tout cela, Monsieur Messia, mais j'aimerais juste que Faiza Ben Mohamed puisse réagir parce que là, Monsieur Messia vient de préciser sa pensée. Selon lui, il n'y a pas de problème avec les séparatismes, mais avec un séparatisme en particulier, celui de l'islam, en l'occurrence, les islamistes. Voilà, en fait, Jean Messia ne vient pas de dire le séparatisme islamiste, contrairement à ce que vous venez de dire, Christophe, il a dit le séparatisme islamique. Monsieur Messia a un problème manifeste avec la visibilité, la présence des communautés musulmanes dans l'espace public. Aujourd'hui, dire que la République française elle est attaquée, il faudrait aujourd'hui nous donner des chiffres. Ce qu'on n'a pas, par exemple, dans la loi séparatisme, il est beaucoup question, on l'a beaucoup entendu au sein de la médiatique, du sujet des certificats de virginité, Oui. du sujet de la polygamie, du sujet des financements des lieux de culte, de prétendues attaques, entraves à la laïcité au sein notamment de certains clubs de sport. Il n'en demeure pas moins qu'il ne suffit pas aujourd'hui de venir nous présenter ces faits comme étant des faits réels, ce que moi, à titre personnel, je pense être faux, puisqu'on n'a absolument aucun chiffre. Quels sont les chiffres aujourd'hui de la polygamie en France? La polygamie, elle est interdite. On nous vend une loi séparatiste qui doit soi-disant interdire la polygamie. Mais je suis désolée, c'est quand même quelque chose qui, en France, n'existe pas, ne peut pas exister. Légalement parlant, c'est interdit par la loi. Ne peut pas contracter de mariage, c'est interdit par la loi. La question des certificats de virginité, les certificats de virginité sont déjà interdits par l'ordre des médecins depuis des décennies. En fait, le gouvernement ne fait rien d'autre, comme M. Messia, que perpétuer des espèces de clichés islamophobes, des espèces de clichés racistes qu'on attribue aujourd'hui à la culture musulmane ou à la culture maghrébine, même si on veut. Donc, si je comprends bien, Faiza, si je comprends oui. bien, le gouvernement français et Jean Messia, même combat. Ah oui, oui, carrément, mais carrément. En fait, c'est très simple. Là, M. Messia, peut-être qu'il a envie d'aller un peu plus loin et que du coup, le gouvernement, enfin en tout cas dans cette loi séparatisme, je suis désolée, mais elle fait virer, elle montre un coup de volant à droite, voire à l'extrême droite du gouvernement français, qui perpétue ces espèces de clichés racistes dans la sphère médiatique, si ce n'est les gens de l'extrême droite jusqu'à présent. Là, aujourd'hui, Emmanuel Macron, au travers de ses deux ministres, Gérald Darmanin et Marlène Schiappa, puisque ce sont eux qui sont exposés sur ce sujet du séparatisme, il ne fait rien d'autre que de récupérer les thèmes qui sont chers à l'extrême droite. Et c'est ce qui, à mon avis, pose le plus problème, parce qu'il faut rappeler une chose, c'est que Emmanuel Macron, quand il a fait sa campagne en 2017, c'est un des rares candidats qui justement n'avait pas abordé cette question, cette question un peu outrancière, quoi, de la visibilité de l'islam, la question de la laïcité, tout ce qui aujourd'hui fait un peu polémique dans la sphère médiatique. Et très clairement, le gouvernement ne fait rien d'autre que de vendre du vent. Il interdit des choses qui sont déjà interdites, il perpétue des clichés, je l'ai dit, racistes et islamophobes, et il se complaît dans ça, parce qu'il donne l'impression d'agir alors que pour autant, la France est toujours victime de terrorisme, la France est toujours victime d'attentats sur son sol, et y compris aussi à l'extérieur, puisqu'on a aussi des soldats français qui se font tuer, notamment au Mali, au Sahel, au travers de l'opération Barkhane. L'État français est toujours autant attaqué qu'avant. Comme il n'arrive pas à se dépâtir de cette menace terroriste, eh bien, il fait semblant d'agir. Et en agissant, il n'agit pas contre le terrorisme, il agit contre les musulmans. Monsieur Messia, en réponse à Faiza, et je me permets aussi une question sur le fait, est-ce que selon vous, l'arsenal judiciaire ne suffit pas aujourd'hui à lutter contre justement l'islam radical, qui est, somme toute, un problème évidemment, qui est visible, mais pas forcément majoritaire comme on l'entend au sein de votre famille politique. Enfin, c'est une question. Si vous voulez, le problème, c'est que Faiza Ben Mohamed ignore ou feint d'ignorer ce qu'est le séparatisme. Quand elle nous dit tranquillement qu'effectivement la polygamie est interdite en France, bien sûr qu'elle est interdite en France légalement et juridiquement, mais précisément quand on parle de séparatisme, ça veut dire qu'en fait, on parle de personnes, de communautés, de territoires qui sont sortis de la République française et donc qui ont leur code qui applique un autre droit. Ce ne sont pas des zones de non-droit, ce sont des zones où s'applique un autre droit, une autre culture. Donc effectivement, on n'a pas une polygamie qui est reconnue par la République française parce que ça se saurait et de toute façon c'est interdit, mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas des familles polygames qui sont mariées effectivement
à la mode islamique en Est-ce dehors que vous avez des du chiffres, cadre, Jean Messia, là-dessus? du cadre Excusez-moi. de la République. Voilà. Elle vous Donc, demande des effectivement, chiffres, ces Madame Ben choses-là- Mohamed. Est-ce que Attendez, vous avez des chiffres pour étayer ce les chiffres, fantasme que vous distillez non, mais, dans les sphères médiatiques? Parce que on est d'accord, vous enfin, c'est pas racontez des parce choses. que Vous, comme c'est pas Marlène parce que- Schiappa et comme Gérald Darmanin, n'avez pas de chiffres. Et en fait, Non, mais vous êtes c'est en pas train grave, juste ça, de madame. perpétuer des choses qui sont dans votre esprit. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que vous savez très bien, comme moi, que dans certains territoires, les gens n'en ont plus rien à foutre de se marier à la mairie. Ils se marient avec l'imam, ils se marient religieusement, ils n'en ont rien à faire de se marier à la mairie. Donc, légalement, ça effectivement, s'appelle du concubinage, monsieur. quand ils se marient, non, mais le concubinage, c'est pas un mariage, madame. Il n'y a pas de contrat ni religieux ni civil. Alors que la polygamie, il y a un mariage religieux qui effectivement n'est pas reconnu par la République, ça ne Qui l'empêche n'est pas pas reconnu d'exister. par la République française. Voilà. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, quand vous me dites que j'ai un problème avec la visibilité de l'islam en France, effectivement, parce que moi, contrairement à vous, je ne considère pas que la France est un terrain vague, sans histoire, qui appelle à être colonisé et occupé par des cultures différentes, etc., qui appelle à être rempli, alors que c'était auparavant du vide. N'importe quel pays au monde, lorsqu'il a en son sein effectivement plusieurs millions de personnes qui ne vivent pas comme lui ou qui veulent, pour certains d'entre eux, une minorité assez importante, imposer une visibilité qui n'est pas celle du pays, ça pose problème. Vous allez en Algérie, au Maroc, en Tunisie, si vous aviez des minorités chrétiennes ou juives de plusieurs millions de personnes qui entendaient s'habiller et vivre comme des chrétiens ou des juifs en terre d'islam, eh ben, vous ne pouvez pas me dire que ça ne pose pas problème à la population locale. Ah non, Bien ça sûr pose que absolument pas de problème, monsieur. Alors, En tout cas, au Maroc, réponse de Faiza. Faiza Ben Mohamed. Réponse avant qu'on avance un petit peu dans le débat. Faiza. Mon propos, si vous permettez. Je dis juste que moi, je suis un amoureux du monde arabe. Je respecte l'islam, qui est effectivement une religion respectable, mais je suis un amoureux du monde arabe chez lui. La France n'a jamais été, n'est pas et ne sera jamais un pays musulman. Et c'est ça qui fait bondir Faiza Ben Mohamed et ses amis. Non, mais vous racontez n'importe quoi, monsieur Messia, parce qu'en fait, vous considérez que le fait que je veuille qu'en France, on puisse demeurer libre de porter un foulard ou de ne pas le porter, comme c'est mon cas, le fait que je veuille qu'en France, on puisse demeurer libre de mettre ses enfants dans une école privée ou dans une école publique, le fait que je veuille ça ne fait pas de moi quelqu'un qui souhaite que la France soit soit soumise à un espèce d'islam conquérant, ce qu'il faut. Et de toute manière, vous, en fait, vous êtes juste... Non, mais vous racontez n'importe quoi. C'est pas parce que vous dites, c'est vrai, je vous ai demandé des chiffres, vous n'êtes même pas capable d'en citer. Il faut non, mais c'est ça, c'est un minimum de crédibilité. Vous avancez des choses, vous n'êtes même pas capable de me citer... C'est pas parce que vous avancez sous les traits d'une femme libre avec les cheveux à l'air que ça fait pas de vous une islamiste, hein, pardonnez-moi de vous le dire. Non, mais en fait, vous êtes juste dans des espèces d'attaques personnelles. Je pense pas que Christophe nous a invités aujourd'hui pour que je parle de mes cheveux ou de mon maquillage. Je pense que ça n'intéresse strictement personne. On est là sur un débat qui est beaucoup plus global et certainement beaucoup plus intéressant. Je ne défends pas de parler et de défendre. Je ne défends absolument pas où la femme est reléguée à un rôle d'animal. C'est pénible. Est-ce que je peux aujourd'hui défendre uniquement une posture de liberté? Moi, vous avez évoqué tout à l'heure la question des pays du Maghreb. Je suis désolée, au Maroc en tout cas, je suis d'origine marocaine. La communauté juive au Maroc, y compris lorsqu'elle est très visible dans des grandes villes comme Casablanca, elle vit parfaitement en harmonie avec le reste de la population, madame? Ah, j'en sais rien du tout. Mais il n'empêche qu'elle n'est pas attaquée pour son identité religieuse. Le Maroc étant quand même un pays musulman. Vous comparez aujourd'hui la France avec un pays qui a une religion d'État. C'est là que vous faites complètement fausse route. Et quand on vous dit il faut aujourd'hui, parce que le débat aujourd'hui était censé être axé sur la question du port des signes religieux dans la rue, quand on vous dit les femmes doivent rester libres de porter un voile ou de ne pas porter un voile, on n'est pas en train de leur dire il faut qu'elles portent tout un voile. C'est entièrement faux. C'est là que vous caricaturez complètement les propos qui sont ceux des militants pour la liberté. Alors il faut aujourd'hui comprendre que, monsieur Messia, si vous avez grandi dans un pays qui est l'Égypte et dans lequel malheureusement les femmes ne sont très souvent pas libres, ici en France, elles font ce qu'elles veulent. Mais elles ne sont pas libres, madame Ben Mohamed, parce que justement, il y a des gens comme vous qui défendent des pratiques obscurantistes, parce que vous savez, moi j'ai connu l'Égypte, comme vous dites, dans les années 70, où précisément c'était un pays presque comme la France sur le plan vestimentaire et sur le plan de la liberté des femmes. Sauf qu'à force d'avoir encouragé, sous prétexte de liberté des femmes, sous prétexte de liberté syndicale pour les syndicats étudiants, eh bien, des pratiques et des idéologies obscurantistes d'un islam du Moyen-Âge,
eh bien aujourd'hui, cet islam-là est devenu majoritaire et vous ne trouverez quasiment plus de femmes habillées normalement sans être voilées parce qu'elles sont obligées de le faire dans les universités et même dans l'espace public. Alors justement, donc, Monsieur il n'y Messia, a pas pardon. de liberté pour les ennemis de la liberté, Madame Ben Mohamed. Pardon de vous couper, mais il faut qu'on aille évidemment à l'essentiel et cessons ces attaques personnelles qui ne servent à rien tous les deux et essayons vraiment d'un échange idéologique, simplement, si vous le permettez. Alors, j'aimerais qu'on revienne justement sur ce qui nous amène aujourd'hui. Est-ce qu'il faut ou pas interdire les signes religieux dans l'espace public? C'est la question qui nous a amené à organiser ce débat aujourd'hui. Madame Faiza Ben Mohamed, en quoi, évidemment, ça peut poser problème qu'on puisse afficher un quelconque signe religieux, une quelconque appartenance religieuse dans l'espace public, puisque visiblement ça en pose, puisqu'on en parle évidemment au cours de ce projet de loi, qui n'est qu'un projet de loi pour l'instant, contre les séparatismes, débattu, rappelons-le, depuis lundi dernier à l'Assemblée nationale, en première lecture, si je puis dire. Et il y a quand même 2000 amendements qui ont été déposés. C'est des heures et des heures de débat qui vont être évidemment, et qui ont d'ailleurs lieu en ce moment même, qui vont durer entre 15 et 20 jours. Et la question principale, Faiza Ben Mohamed, faut-il ou pas interdire les signes religieux dans l'espace public? Non, absolument pas. En fait, il y a deux choses. Pour moi, je distingue, il y a deux arguments là-dessus. Sur l'interdiction des signes religieux dans la rue. On sait très très bien que c'est le voile des femmes musulmanes qui est visé, on ne va pas se leurrer, donc ça s'appellerait plutôt l'interdiction du voile dans l'espace public parce que je doute très fortement que la religion juive et nos amis qui portent une kippa soient ciblés dans ce texte. Maintenant, et pourtant, on les voit, hein. Il y a des quartiers à Paris, par exemple le 19e mais moi, il me dérange arrondissement, ou absolument d'autres pas, et quartiers, très bien. où on porte la kippa et ça pose pas de problème. Je trouve ça très bien. Voilà, il pose pas de problème et ça ne pose pas de problème. Chacun s'habille et se met ce qu'il veut sur la tête. Je pense que on n'a pas aujourd'hui à venir s'immiscer dans les choix qui sont les plus personnels et les plus intimes des citoyens français. Il y a donc d'un côté cette question de la liberté et ensuite, puisque les gens qui sont opposés à l'autorisation à cette liberté de pouvoir porter un signe religieux dans la rue, leur argument c'est de dire ouais mais il y en a qui sont forcés. Alors très clairement, ça revient exactement au débat sur le burkini qu'on a eu en 2016. Est-ce que vous pensez, est-ce que quelqu'un là aujourd'hui est capable de dire qu'une fois qu'on aura interdit le port des signes religieux dans la rue, les femmes qui sont obligées de porter le voile et qui je veux bien vous croire, c'est un phénomène qui peut exister, qui est certes minoritaire, mais qu'on ne peut pas nier. Il y a très certainement des femmes aujourd'hui qui ont eu peut-être cette injonction à porter un voile. Est-ce que vous pensez qu'elles vont le retirer, le voile, et sortir dehors, allez hop, c'est bon, c'est la fête, c'est bon, Macron, il nous a autorisé, on porte plus le voile, on est tranquille. Non, ce que vous allez faire, Jean Messia, vous et d'autres, en réalité, vous allez contribuer à l'enfermement de ces femmes à la maison. Parce que l'autorisation du port du voile, comme l'autorisation du port du burkini, c'est quelque chose qui peut être, pour celles qui sont oppressées, quelque chose d'émancipateur, quelque chose qui va leur permettre aussi d'avoir accès à l'espace public quand elles sont oppressées chez elles. Donc en fait, ce que vous allez faire… Qu'avez-vous à répondre là-dessus, Monsieur Messia, à les cet enfermer argument davantage exposé par Madame Ben Mohamed? Alors moi, je vais vous dire deux choses. La première chose, c'est que, au risque de vous surprendre, moi, je suis opposé à l'interdiction des signes religieux et en particulier du voile dans l'espace public. Pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il n'y a pas de base légale pour le faire. On ne peut pas empêcher les gens de s'habiller comme ils veulent dans la rue. En revanche, je suis pour une interdiction des signes religieux dans tous les bâtiments et les lieux publics, c'est-à-dire les mairies, les préfectures, les conseils départementaux, les conseils régionaux, les hôpitaux, dans tout l'espace où la République est institutionnalisée, eh bien, il faut interdire l'accès des lieux publics aux gens qui portent des signes religieux ostentatoires. Un exemple concret, Monsieur Messia. Par exemple, parce qu'on en parle justement lors de ce projet de loi, les sorties scolaires pour les mamans qui portent le foulard. Est-ce que ça pose, oui ou non, un problème dans le sens où on est en dehors de la structure de l'école? Non, c'est en dehors de la structure de l'école et évidemment, vous l'avez compris, des missions de service public, puisqu'une sortie scolaire, c'est juste l'école en tant qu'institution qui s'externalise. Donc, quand les enfants sont en sortie scolaire, ils sont en réalité toujours à l'école. Donc, effectivement, il faut interdire le voile pour les accompagnatrices de sortie scolaire parce que ce n'est pas une sortie privée, c'est une sortie de l'école de la République hors les murs. Mais ça reste l'école de la République quand même. Bon,
Ça, c'est une chose. Oui, mais est-ce qu'on Moi, je n'isole pas crois pas. finalement? Est-ce qu'on n'isole pas les femmes quand on fait ça, Monsieur Messia? Ben, bien Ces sûr femmes que qui si. effectivement portent le foulard Alors, pour des Bien sûr que raisons si. religieuses, la deuxième, à justement accompagner leurs enfants, Monsieur Messia. la deuxième chose, c'est qu'effectivement, moi, je crois qu'à Rome fait comme les Romains. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, d'un côté, passer son temps à se lamenter et à larmoyer parce qu'on se sent stigmatisé, parce qu'on se sent exclu de la société française, parce qu'on se plaint de racisme quand on cherche du travail ou quand on cherche un logement, et cultiver en même temps des signes, des symboles et des signes avec lesquels on s'auto-stigmatise. C'est-à-dire que moins vous ressemblez à la France, eh bien, moins vous serez intégré et assimilé. Donc effectivement, quand moi j'entends que le voile est émancipateur, mais attendez, mais c'est de la folie furieuse. En France, les femmes libres et émancipées ne portent pas le voile parce que le voile, c'est un symbole de soumission de la femme. Voilà ce que c'est. Donc, si on veut lutter pour la liberté de la femme et pour l'égalité entre les sexes, on ne peut pas lutter parallèlement pour le droit à porter le voile. D'abord parce que ça stigmatise la femme, ensuite parce que ça fait en sorte que la femme, effectivement, va être exclue de plus en plus de la France. Alors évidemment, dans un schéma communautaire, dans un schéma séparatiste, où ces femmes voilées ne côtoient que les gens de leur communauté, ça peut être une émancipation dans la communauté, mais ce n'est pas l'objet de la République française. La République française, c'est que les gens soient émancipés de manière générale, pas seulement sur certains territoires. Et autre chose, je ne crois pas, moi, que la répression vestimentaire de manière générale, c'est pour ça que je suis opposé à l'interdiction du voile dans l'espace public, je ne crois pas que la répression vestimentaire doive être la priorité du camp que je représente en 2022. Nos forces de l'ordre ont déjà bien suffisamment d'autres tâches plus importantes que de courir après des centaines de milliers de femmes voilées en France. Il faut par exemple surveiller nos frontières, il faut interdire l'immigration, ou en tout cas limiter au maximum l'immigration, Alors, interpeller les... on s'éloigne du sujet, Monsieur Messia. On s'éloigne juste un peu du non, sujet, si vous permettez. Le principal carburant du séparatisme aujourd'hui Ouais. reste l'immigration, qui est principalement une immigration musulmane. Et on peut être sûr que sur chaque 1000 musulmans qui rentrent en France, il y en a déjà 300 ou 400 qui ont le virus de l'islamisme en eux. Donc il faut stopper le virus de l'islamisme. Vous parlez de virus de l'islamisme. Le virus de l'islamisme. L'islamisme tue, monsieur Fro. Je ne vais pas vous l'apprendre. Alors, Faiza Ben Mohamed, justement, sur le fait que, par exemple, une femme est soumise lorsqu'elle porte le voile, c'est ce que nous dit Monsieur Messia, ce qui est contraire aux valeurs de la République. Une femme libre, c'est une femme qui ne porte pas de foulard, nous dit Monsieur Messia. Non, mais une femme libre, c'est une femme qui s'habille comme elle veut, indépendamment des volontés de Monsieur Messia. Une femme libre, c'est une femme qui fait aujourd'hui ses propres choix, qui a le droit de s'habiller comme elle veut, a le droit de sortir quand elle veut, a le droit d'aller occuper le travail qu'elle veut. C'est une femme qui, quand elle a envie d'aller accompagner ses enfants en sortie scolaire, elle n'est pas des espèces de mini-Jean Messia qui viennent lui dire que pour être complètement intégrée dans la société française, il faut qu'elle retire le foulard qu'elle a sur la tête. Non, je suis désolée, Monsieur Messia, une femme libre. Qui se plaint de stigmatisation, Madame Ben Mohamed? Vous êtes complètement contradictoire. Vous êtes en train de dire, il faut qu'on puisse. Est-ce que je peux finir une phrase? Je vous ai pas coupé une seule fois, s'il vous plaît, respectez aussi. Il est en train de nous dire qu'il veut émanciper et libérer la femme d'une certaine stigmatisation. Qui la stigmatise à travers son voile? Qui, quand il voit une femme voilée, ne voit que le voile? Qui aujourd'hui est un homme qui est en train de dire à une femme comment elle va s'habiller? Qui est en train aujourd'hui de dire il faut qu'on interdise l'accès? Mais je peux finir une phrase, mais c'est dingue. Qui est en train aujourd'hui de venir nous expliquer qu'il y a une catégorie de la société française qui, en fonction de la visibilité de sa religion sur sa personne, n'a plus le droit d'accéder à des bâtiments publics? Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Est-ce qu'aujourd'hui, on est dans un pays laïque ou est-ce qu'on est dans un pays anti-religieux? Est-ce qu'on est dans un pays où il y a marqué liberté sur les frontons de mairie ou est-ce qu'il y a marqué oppression? Est-ce qu'il y a écrit liberté, égalité, fraternité? Pour quelle raison est-ce que la femme qui veut sortir aujourd'hui en mini-jupe ou qui peut aller se faire bronzer seins nus et en string sur la plage aurait le droit de faire, et une femme qui a un foulard se ferait sortir, comme ça a été le cas à l'été 2016, se ferait sortir des plages ou se ferait déshabiller parce que on considère que sa religion, elle heurte les autres. Non, Monsieur Messia, je suis désolée, ici c'est la France, et la France elle est libre, et les femmes elles font ce qu'elles veulent, et elles en ont rien à foutre de ce que vous pensez sur leur tenue vestimentaire. Bon, alors, Monsieur Messia. Un dernier mot. Je pense que vous voulez que la France en a surtout ras la casquette de ces revendications et de ce irrédentisme identitaire
qui viennent en permanence l'agresser, agresser son identité nationale. Le voile ne fait pas partie de l'identité nationale française et ne fera jamais partie de l'identité nationale Pourtant, les française. bonnes sœurs à l'époque le portaient, C'est monsieur pas Messia. vous qui décrétez l'identité nationale française, je monsieur n'interdis pas, Messia. moi, vous savez, quand je vais dans le monde arabe ou que je vais dans les pays musulmans, le voile ne me gêne absolument pas. Moi, je n'ai rien à foutre que les femmes portent le voile ou portent des signes religieux ostentatoires en terre d'islam, c'est normal. Si c'est moi et donc, qui quand suis vous choqué rentrez en par France, ça, vous avez décidé d'exposer votre intolérance, en fait. Si par ça dans ces pays, c'est à moi de partir. Là, Monsieur Messia, est-ce que ce n'est pas une sorte d'intolérance? C'est ce que vous dit Madame Ben Mohamed. J'interdis pas aux femmes de porter le voile. Je dis simplement que si elles se sentent mal à l'aise pour porter le voile dans un pays dont le voile ne fait pas partie de l'identité, libre à elles d'aller vivre leur foi religieuse ailleurs. Point final. Elles sont pas, en fait, vous faites une confusion, monsieur Messia. Elles sont pas mal à l'aise de vivre dans ce pays. Elles sont mal à l'aise d'être confrontées à des regards qui sont comme le vôtre. En fait, elles sont mal à l'aise quand elles sont confrontées à des racistes, tout simplement. Parce qu'en fait, la France, elle n'est pas raciste, contrairement à ce que vous avez l'air de croire. La France, elle n'endosse pas vos positionnements. Et c'est pas parce que. Faiza Ben Mohamed, est-ce que Jean Messia est raciste? C'est ce que vous entendez là aujourd'hui? C'est ce que Jean Messia est raciste? C'est un positionnement ouvertement raciste. C'est un positionnement qui est en train. Il nous a parlé d'immigration, il nous a parlé d'islam, il nous a parlé de signes religieux. Qu'est-ce que vous voulez rajouter de plus pour pouvoir qualifier Jean Messia de raciste? Son positionnement est clairement raciste. Ce qui est très marrant, si je peux me défendre, c'est ce qui est très marrant. Vous pouvez vous défendre, vous êtes là pour ça. Ce qui est très marrant avec Faiza Ben Mohamed, c'est qu'en fait, elle qualifie d'extrême droite et de raciste en France les mêmes personnes qu'elle soutient et applaudit dans son pays d'origine et également en Turquie, puisqu'il faut rappeler que Madame Ben Mohamed travaille pour une agence turque qui est l'organe de propagande d'Erdogan, et effectivement, elle qualifie de raciste. Est-ce une honte, monsieur Messia? C'est pas une honte, ça? Elle qualifie de raciste et d'extrême droite la même chose qu'elle applaudit au Maroc. C'est ça qui est formidable avec les gens comme elle. J'ai applaudi comme Maroc. Attendez, je ne vais pas vous laisser venir me raconter la messe ici en essayant de raconter n'importe quoi. C'est le jour de la messe, hein, c'est dimanche. Ouais, c'est dimanche, mais monsieur Messia, il faut juste que vous vous calmiez. Tout à l'heure, je vous ai demandé des chiffres, vous ne citez pas. Vous m'accusez de je ne sais quoi, ces positionnements avec le Maroc. Je pense n'avoir quasiment jamais dans ma vie commenté la politique marocaine parce que c'est quelque chose que je ne maîtrise pas. Je suis née en France, je suis d'origine marocaine, je suis très fière de mes origines, mais pour autant, je ne vais pas venir aujourd'hui m'aventurer sur un domaine que je ne maîtrise pas. Vous avez évoqué la question de la Turquie. Comme je vous l'ai dit et je vous l'ai martelé depuis tout à l'heure, les femmes sont libres aujourd'hui et je suis libre, moi, Faiza Ben Mohamed, d'aller travailler pour le média que je choisis. Et en l'occurrence, j'ai choisi un média qui aujourd'hui me donne une certaine liberté quand je couvre l'actualité franco-française en France depuis la France. Donc après, vous espèces de fantasmes pour aller raconter je ne sais quoi. Écoutez, je vais vous dire une chose. C'est pas parce que très régulièrement vous vous promenez dans la rue avec un pins bleu, blanc, rouge que ça fait de vous quelqu'un qui est plus français que moi, monsieur Messia. Vous ne déterminez pas les caractéristiques des Français. Vous ne déterminez pas vous-même, à coup de clichés racistes, qui est plus digne de représenter la France ou de ne pas représenter la France. Vous avez parlé tout à l'heure d'image de la France ou de valeur morale, ou je ne sais plus ce que vous avez raconté. Fort heureusement, ce n'est pas vous qui déterminez ceci. Ce sont nos valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité, ce que vous ne représentez pas. On n'a qu'à demander au peuple historique français lequel de nous deux il trouve qu'il ressemble davantage à la France et qu'il porte davantage l'identité nationale française, et vous serez surpris du résultat. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, vous pouvez pas, les mots extrême droite, racisme, haine, islamophobie, c'est votre bréviaire habituelle. Il n'y a aucun racisme et aucune haine à alerter d'un danger. Aujourd'hui, la France, et que vous le vouliez ou non… Vous lui rendez bien, monsieur Messia. Indigéniste, anticolonial, anti-français, vous l'avez bien rendu quand même. Attendez, il n'y a aucune… quand on alerte d'un danger, un pays, ça n'est pas de la haine, c'est juste lancer une alerte. Quand on dit qu'il y a effectivement un suprémacisme islamique en France qui a déjà fait près de 300 morts et plus de 1200 blessés, effectivement, ce n'est pas raciste d'abord de lutter contre la menace terroriste, mais je rappelle quand même que cette menace terroriste, elle fleurit sur un terreau. Les terroristes, ils ne viennent pas de la planète Mars. Les terroristes fleurissent sur un terreau de fondamentalisme musulman qui existe dans certains quartiers et qui donne en bout de chaîne un certain nombre de ronces terroristes. Mais il faut s'attaquer au mal à la racine. Or, lorsqu'on promeut le voile, qui pour moi est un étendard islamo-fasciste, quand on promeut ça, on promeut l'idéologie qui est le carburant en bout de chaîne des attaques terroristes. Ce que fait
Faiza Ben Mohamed, je suis sûr, à son corps défendant, mais il faut qu'elle ouvre les yeux, parce que moi, je n'ai rien contre les musulmans. Mais si vous dites, à chaque fois qu'on parle de l'islam radical, vous entendez musulman, le problème, c'est que c'est vous qui stigmatisez, c'est vous qui amalgamez. Alors non, attends, je voudrais juste rapide, Faiza, parce que j'aimerais qu'on fasse une vidéo. Oui. C'est très important ce que Jean Messia vient de dire. Il vient de dire, vous amalgamez musulmans et terroristes. Et juste avant, il nous parle de lutte contre le terrorisme. Et 2 secondes avant, il disait, je voudrais interdire le port des signes religieux dans les bâtiments qui représentent l'État, à savoir les hôpitaux et tout ça. Vous vous attaquez aux femmes musulmanes parce que les femmes sont toujours des cibles un petit peu plus fragiles que les autres, un petit peu plus faciles à atteindre que les autres. C'est vachement misogyne déjà comme raisonnement. Et en plus, vous vous attaquez donc à des femmes qui sont musulmanes. Oui, je suis culottée, ouais, c'est comme ça. Et en fait, vous vous attaquez à des femmes musulmanes pour prétendre lutter contre le terrorisme. Mais qui amalgame qui, en fait? Est-ce que vous pensez garder quelqu'un? Vous ciblez la religion des citoyennes françaises qui n'ont rien demandé à personne. Vous ciblez des gens qui pourraient être vos voisins de palier. Bien sûr, je vous traite de misogyne. Mais là, vous faites des commentaires sur les tenues des femmes. Attendez, vous n'avez pas fait des commentaires sur les tenues des hommes, vous faites des commentaires sur les tenues des femmes, mais monsieur Messia, mais on s'en fiche de ce que vous pensez. Vous me traitez, si vous en fichez de ce que je pense, il ne fallait pas venir débattre. Mais vous me traitez de misogyne alors que vous encouragez une idéologie religieuse qui fait de la femme le tiers de l'homme, mais c'est à mourir de rire, quoi. Franchement, vous devriez être très discrète sur la misogynie. Hein. Alors, j'aimerais, si vous le voulez bien, puisqu'au cours de ces débats, il y a eu une journée particulièrement agitée, c'était jeudi dernier à l'Assemblée nationale, où on a remis sur le tapis le port du foulard à l'université. Il y a un député qui a, après avoir écouté l'ensemble des débats, des déclarations, jeudi dernier, a été un petit peu, on l'a senti en tout cas, au travers de son intervention, un petit peu agacé à l'image de monsieur le député des Français de l'étranger, monsieur Elbjib El Guerab, qui, je vous propose de regarder son intervention et vous fera réagir juste derrière. Monsieur Elbjib El Guerab. Majid El Guerab. Merci beaucoup. La parole est à monsieur Elbjib El Guerab. Merci, Monsieur le Président. Et je remercie mon collègue Euzé pour les mots qu'il vient de prononcer. Parce que oui, dans ce débat, on a besoin d'apaisement. Et quel que soit le lieu d'où on parle, l'histoire qui est la sienne, la culture dans laquelle on a grandi, on s'est forgé. Et moi, je le dis de la manière la plus honnête qui soit, moi, ma maman porte le voile. Et elle nous a menés aussi à des sorties scolaires. Et elle ne porte pas le voile par prosélytisme, comme je l'ai entendu. Elle le porte par culture. Elle a grandi quasiment avec au Maroc. Et elle s'est retrouvée ici en France avec ses enfants. Et elle nous a conduits. Et elle nous a menés à l'école. Elle avait même parfois un peu honte de rentrer avec le voile à l'école. Mais elle le faisait parce qu'on était ses enfants et que c'était notre mère. Et quand j'entends tout ce que j'entends, je le dis. Et c'est pour ça que je remercie mon collègue précédent. C'est que ça me fait un peu mal au cœur. Je me dis que sans le vouloir, je suis certain que vous n'êtes pas de mauvaise foi. Hein, sans le vouloir, vous insultez toute cette catégorie de la population française qui se sent offensée dans ce qu'elle a de plus intime en elle. Et vraiment, je le dis, et je vais essayer d'être bref, mais maintenant on parle du lycée et on parle de l'université. Le lycée, 2004, plus personne n'a jamais contesté cette loi. Il y a encore des miasmes par-ci, par-là, de gens qui voudraient que... Mais aujourd'hui, c'est rentré dans la normalité. Et il n'y a même pas de débat. Depuis les années 80-90, il n'y a pas de débat. Alors à l'université, il y a un problème en vérité. C'est que ce n'est pas le problème du voile. Le vrai problème que vous avez, messieurs et mesdames, c'est le problème de l'islam en tant que tel, d'un fait social. L'islam est là. Il fait partie des religions françaises, il fait partie de notre culture aujourd'hui. Tous ces musulmans qui se sont battus pour qu'on trouve notre liberté, mes grands-parents qui sont morts, etc. Aujourd'hui, à leurs petits-enfants, vous leur expliquez qu'ils ont tort et que leur religion est mauvaise. Non, il ne faut pas confondre les islamistes radicaux et l'islam. Et aujourd'hui, en faisant ce que vous faites, vous les confondez. Monsieur El Guerab, donc le député des Français de l'étranger, avec cette intervention
très touchante, Monsieur Messia. Qu'avez-vous à lui répondre? Parce que là, il a parlé avec le cœur, avec les tripes. Bah, il a parlé avec le cœur, avec les tripes. Il avait aussi fracassé le crâne de son collègue socialiste. Non, mais oui, non, on va pas revenir sur ça, Monsieur Messia. Bon, c'est Dr Jekyll et Mr Hyde, quoi. Enfin, le mec qui se présente comme le gars ultra sensible, etc. C'est quand même quelqu'un qui est capable d'une grande violence. Donc, permettez-moi aussi de mettre en, comment dirais-je, en rapport la personne, parce qu'une personne ne se juge évidemment pas sur un seul acte ou une seule prise de parole. Mais enfin, voilà, je suis un peu étonné. Maintenant, c'est vrai que on utilise sur les souvent propos, sur les propos. sur les propos, bien sûr, ce sont des propos très touchants, mais comme j'ai été touché aussi lors de la crise des migrants, de voir ce petit garçon mort, échoué sur la plage. Mais le problème, si vous voulez, c'est qu'on ne peut pas, à partir d'une individualité ou d'une personne, dicter une politique. Je pense que lui parle au nom de sa communauté, qui est effectivement la communauté musulmane, mais en fait, la France, on parle au nom de la communauté nationale. Et je le répète, le voile et toutes les pratiques de ce qu'est l'islam en général, les pratiques visibles, parce que l'islam, ce n'est pas qu'une religion, c'est aussi un mode de vie, c'est une culture, c'est un code social, un code politique. Moi, je les respecte, j'y ai baigné, j'ai été élevé là-dedans, je les respecte dans leur pays, mais encore une fois, la France n'est pas un pays musulman. Donc, je comprends que certaines personnes qui veulent vivre leur foi avec leurs pratiques vestimentaires soient gênées en France à cause des regards, à cause de la stigmatisation, etc. Mais comme exactement un chrétien, encore une fois, qui voudrait vivre pleinement sa culture, ou un juif qui voudrait vivre pleinement sa culture dans un pays qui n'est ni juif ni chrétien, se sentirait aussi agressé. Et donc moi je dis que les gens qui, à ce point, disent que la France les agresse dans leur croyances et dans leurs pratiques religieuses, la France ne s'adaptera pas à l'islam, ne s'adaptera pas aux musulmans. C'est aux musulmans à s'adapter à ce L'islam n'est pas compatible avec la République, Monsieur Messia? Monsieur Messia, l'islam n'est pas compatible avec la République, c'est ce que vous nous dites? Moi, je crois que les musulmans sont compatibles avec la République pour une raison simple, c'est que moi, je n'essentialise pas les gens. Pas plus que moi, je me réduis à un chrétien, qu'un juif se réduit à sa judaïté ou qu'un musulman se réduit à l'islam. En France, nous n'avons pas des juifs, des chrétiens ou des musulmans, nous avons des citoyens. Donc moi, si vous voulez, la compatibilité de l'islam avec la République, c'est aux imams de trancher ça. C'est à l'islam de trancher ça. Moi, je ne sais pas ce qu'est l'islam en tant qu'homme politique, mais je sais ce qu'est la France. Et je sais ce qu'est l'identité française. Et je sais ce que l'identité française est capable d'intégrer et d'assimiler. Et je sais aussi ce qu'elle n'est pas capable d'intégrer ou d'assimiler. Donc nous sommes là pour dire ce que nous sommes. Soit les autres sont suffisamment intégrables et assimilables pour dire nous voulons être des vôtres, et à ce moment-là, ils sont les bienvenus, soit ils nous disent ce que vous êtes, ça ne nous correspond pas parce que ça percute frontalement ce que nous sommes, eh bien c'est à eux de tirer les conséquences, c'est pas à nous. Madame Faiza Ben Mohamed, sur les propos de Monsieur El Guerab, très touchants, donc prononcés jeudi dernier à l'Assemblée nationale. Oui, moi je pense que c'est très important qu'il y ait au sein de l'hémicycle un député qui soit capable aujourd'hui de venir expliquer son expérience personnelle, parce que les députés votent manifestement des lois sur la question des signes religieux et donc sur la question de l'interdiction du port du voile sans vraiment avoir vécu cette réalité-là. Et le député El Guerab, il a très bien fait de venir témoigner, expliquer ce que c'est que de vivre dans une famille où la maman est voilée, ou une des sœurs peut être voilée. C'est très, très important vraiment que les députés puissent matérialiser le récit qui est celui du député El Guerab. Après, moi, ce que je déplore, c'est qu'il ait quand même voté les dispositions qui ont déjà été votées cette semaine. Il l'a quand même voté en dépit de son témoignage. J'aurais préféré qu'il s'abstienne ou qu'il vote contre, mais après, c'est évidemment quelque chose qui lui appartient. Après, il y a eu aussi la députée Souad Zitouni du Vaucluse qui a elle aussi témoigné sur la question du port du voile. Moi, je pense que ces députés, ils doivent c'est quand même quelque chose d'hyper important qu'ils puissent s'exprimer sur la réalité en dehors des fantasmes. Parce que sur la question du voile dans l'hémicycle, on sait très bien que c'est la droite dure, à l'image du député Ciotti des Alpes-Maritimes qui s'exprime sur le sujet et qui constamment caricature les choses avec un discours hyper agressif, voire même outrancier. Le député El Guerab a très bien parlé, la députée Zitouni aussi. Alors, est-ce que je peux poser une question à Mme Ben Mohamed? Je vous en prie, allez-y. Posez votre question, Monsieur Messia. Je vous écoute.
Vous ne trouvez pas ça extraordinaire que la France, vous savez, ce pays sur lequel vous vomissez votre haine à longueur de journée, soit capable d'avoir des députés qui s'appellent Magid ou Souad? C'est bizarre, non? En fait, vous n'avez pas compris quelque chose, Monsieur Messia. La France, ce pays sur lequel, je ne sais pas ce que vous venez de dire, ce que vous dites, c'est entièrement faux. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas la France. En fait, vous considérez que votre positionnement, c'est celui de la France. Non, quand je critique des dispositions, laissez-moi finir, quand je critique des dispositions que je juge liberticides ou que je juge islamophobes, je ne critique pas la France. Parce que la France, c'est vous, c'est moi, c'est Christophe, ce sont les gens qui nous écoutent. Et la France, malheureusement pour vous, ce ne sont pas les électeurs du Front National et les futurs électeurs de Marion Maréchal. En fait, en réalité, vous êtes dans un gros rêve et vous pensez que la France, c'est vous. Mais en fait, je suis navrée de vous le dire, mais ce n'est absolument pas le cas. Et la France, qui est mon pays, que j'aime, que je ne crée jamais, et qui m'a éduquée, qui m'a fait grandir, qui me permet aujourd'hui d'élever mes enfants, et bien ce pays, ce n'est pas lui que je critique. Je ne critique pas le pays. Je ne critique pas la France, mon pays. Mais vous savez, parce que la France, c'est nous tous. Je critique le gouvernement. Le gouvernement, ce n'est pas la nation, c'est l'État. Il faut faire la distinction entre les deux. Point commun avec M. Messia. Vous critiquez vous aussi le gouvernement, non? Comme Mme Ben Mohamed. Non, mais attendez. Non, mais lui, quand il critique, il est patriote. Jean Messia, quand il critique, il est patriote, il aime la France, il est Jean Messia, s'il critique, est-ce que je peux finir? Pénible. Non, mais c'est vous qui êtes pénible. Vous avez parlé, je réponds là. Non, j'ai même pas fini de parler, vous me coupez. Attendez, Monsieur Messia, un peu de galanterie. On laisse terminer Mme Mohamed et vous aurez tout le loisir de répondre sans problème. Allez-y, en fait, Monsieur Jean Messia, Mohamed. lui, quand il critique, il est un bon citoyen, constructif, il est patriote, il est bleu, blanc, rouge, il est libre, il est tout ce qu'il veut. Et en fait, nous, quand on critique, on est des islamistes conquérants. Sauf que non, je suis désolée, on est deux citoyens français et qui exprimons des opinions qu'on juge être constructives pour notre pays. Et critiquer le pays, ça n'est pas se sortir du pays. Moi, quand je critique l'action du gouvernement, l'action politique que vous voudriez être la vôtre, que vous voulez endosser et que vous avez l'impression, par vos discours xénophobes, racistes et islamophobes et stigmatisants, vous essayez, vous, à tout prix, à travers les médias, d'influencer cette politique. Et vous avez très bien compris que vous commencez à avoir gain de cause et que vous avez, malheureusement pour nous, vous avez commencé à influencer les dispositions qui sont celles qui sont travaillées par le gouvernement. Et donc, vous croyez que la France, c'est vous. Je comprends que vous soyez... Non, mais je peux parler là ou c'est un monologue? Monsieur Messia, allez-y. Monsieur Messia. Je comprends, si vous voulez, qu'effectivement, votre projet d'islamisation de la France que vous servez avec zèle et, je dois le concéder, avec un certain talent, je concède qu'effectivement, tant que le peuple français vivait dans une sorte de dimitude, vous avanciez vos pions comme dans du beurre. Et là, effectivement, vous êtes outragé, en quelque sorte, de voir le peuple français ouvrir progressivement les yeux sur la véritable nature qu'est le projet que vous défendez. Vous, j'invite simplement les spectateurs qui sont en ligne à aller voir les réseaux sociaux de Mme Ben Mohamed et vous verrez que la critique n'est pas la critique du gouvernement, contrairement à ce qu'elle dit, en tout cas pas seulement, et qu'elle critique également la France en tant que pays. Et vous savez, sur la question du voile, moi, quand je vous entends parler du voile, je pense au chant des partisans, vous savez, qui disait « Ami, vois-tu le voile noir des corbeaux dans nos plaines ?» Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, les Français sont en train de devenir des partisans, sont en train d'ouvrir les yeux sur la véritable nature de ce que vous dites. Alors, quant à l'accusation de racisme, de xénophobie et d'islamophobie, je crois que le projet que vous défendez, il n'y a pas plus raciste et plus extrémiste, parce que quand on voit comment, effectivement, l'islam, en tout cas l'islam radical, considère les minorités, considère les femmes, considère son rapport avec l'altérité, ce sont des gens qui rêvent d'exterminer ou de tuer ou de réduire en esclavage tout ce qui n'est pas eux. Donc ne venez pas, s'il vous plaît, nous donner des leçons de racisme et de xénophobie et de haine quand vous défendez le paroxysme de la haine, du racisme et de la xénophobie pour tout ce qui n'est pas musulman. Alors, j'aimerais qu'on parle... venir ici. Non, mais avant, il m'accuse allez-y, Faiza. Des idéologies criminelles. Répondez, après, j'aimerais qu'on parle de l'instruction à domicile aussi. Voilà, je vais répondre très, très rapidement. Jean Messia, c'est pas parce que vous êtes en train de mentir devant je ne sais combien de spectateurs que les gens ils vont vous croire. Jamais de ma vie, jamais au grand jamais, je n'ai défendu une quelconque idéologie meurtrière ou criminelle. Arrêtez de fantasmer ou remettez vos lunettes ou nettoyez-les. C'est très bien, mais les mensonges là.
Cool. Alors, on va parler un petit peu aussi de l'instruction à domicile parce qu'elle fait partie aussi, c'est un des sujets qui fait partie de ce projet de loi contre les séparatismes. Est-ce que l'instruction à domicile, vous y êtes favorable, Madame Ben Mohamed? Moi, je suis favorable à ce que ça reste autorisé. Après, moi, c'est pas un choix personnel que j'aurais fait parce que tout simplement, j'en suis pas capable. Je pense que ça demande beaucoup trop d'investissement. Je pense que c'est très difficile pour les parents d'apprendre à nos enfants le programme scolaire qui est très riche, très dense. Et à titre personnel, encore une fois, je préfère que mes enfants fréquentent l'école publique pour un certain nombre de raisons, pour la socialisation, pour apprendre d'autres choses, pour pouvoir avoir, on parlait tout à l'heure de sorties scolaires, pour pouvoir vivre avec, aussi s'inscrire dans la vie du quartier, parce qu'une école, c'est aussi inscrit dans la vie du quartier. C'est pour des raisons spécifiques, hein, rappelons-le quand même. L'instruction à domicile, ça concerne une minorité évidemment, et ça concerne pour des enfants pour qui c'est une exception pour X ou Y raison, hein, d'ailleurs. Monsieur Messia, grâce à la loi séparatisme, ça va concerner uniquement les personnes qui ont des dérogations pour des raisons médicales ou vraiment qui sont vraiment justifiées. Après, moi, je pense que, on doit laisser la liberté aux parents. Ils doivent pouvoir choisir librement le mode d'éducation de leurs enfants. La liberté des parents, Monsieur Messia. Est-ce que vous y êtes favorable pour l'instruction à domicile? Écoutez, là, on est en plein dans ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à force de s'acharner à éviter de nommer le mal, eh bien, on fait un projet de loi qui englobe tout le monde sans distinction. Or, on sait très bien, c'est exactement comme les séparatismes. Là, on parle de les déscolarisations. Mais attendez, quelle est la déscolarisation, encore une fois, qui pose problème? Vous avez des écoles catholiques hors contrat depuis plus de 2 siècles en France, ou même plus, qui ne posent aucun problème. Vous avez des écoles talmudiques qui ne posent aucun problème. Par contre, vous avez un certain nombre d'écoles islamiques, effectivement, où on n'apprend pas le programme de la République, on apprend des thèses créationnistes, on critique le darwinisme. Bref, on est à 1000 lieues de ce qu'enseigne l'éducation nationale. Et là, effectivement, ça pose un problème. Donc, à un moment, si vous voulez, quand vous voulez traiter le mal, il faut d'abord commencer par avoir le courage de le nommer. C'est pour ça que cette loi est une loi absurde, parce qu'elle multiplie des problèmes pour couvrir le seul et unique problème qui existe. Donc on va s'attaquer à des communautés et à des religions à qui on n'a rien à reprocher, alors même qu'au milieu, vous avez un problème avec une minorité d'une religion. Et au nom de la lutte contre cette minorité dans cette religion, on va faire un espèce de carpet bombing, de tapis de bombe sur l'ensemble des religions et l'ensemble des communautés. C'est totalement crétin. Alors, au moins, un point commun entre vous deux, c'est que, pas pour les mêmes raisons, c'est que vous êtes, évidemment, vous trouvez cette loi totalement inutile. Alors, j'aimerais qu'on revienne aussi. C'est quand même assez dingue. Là, on vient d'entendre Jean Messia. Pas pour les mêmes raisons, hein, j'ai dit. Venir nous dire que. Non, mais c'est pas ce que j'allais critiquer. J'ai bien compris la synthèse. Mais Jean Messia est en train de nous dire qu'il voudrait voir une loi qui crée un statut d'exception pour les musulmans et qui ne vise que les communautés musulmanes. Sauf que Jean Messia, il oublie que sur les établissements scolaires, qui ont effectivement été fermés par décret ministériel ou des décrets préfectoraux ne l'ont jamais été pour des raisons qui concernent le contenu des enseignements. À chaque fois, quand on ferme les établissements qu'on a décidé de cibler au sein du gouvernement, on les ferme pour des raisons qui concernent les alertes incendies, pour des mesures de sécurité, pour des portes non conformes, pour des fenêtres non conformes. Jamais au grand. Non, je suis désolée, monsieur Messia, c'est pas du tout logique en fait. Parce que si on a quelque chose à reprocher au programme, on doit pouvoir attaquer le programme. Quand on voit que le gouvernement s'appuie sur des mesures de sécurité pour fermer des établissements musulmans, ça veut dire très clairement, ça veut dire que finalement, ces établissements n'ont rien à se reprocher, si ce n'est d'être musulman. Je partage tout votre constat initial, sans aucune difficulté. On arrive presque à la fin, c'est magnifique. Mais ce que je dis, c'est qu'en fait, là où je diffère avec vous, c'est sur la fin, c'est qu'effectivement, le gouvernement prend prétexte d'un certain nombre de normes techniques, etc., pour fermer les lycées, parce qu'en réalité, le gouvernement d'Emmanuel Macron est un gouvernement d'islamo-soumis
qui effectivement a peur N'importe quoi. de dire que les programmes dérogent au programme de l'éducation nationale parce qu'il a peur d'enflammer les quartiers. Et donc effectivement, comme il ne peut pas laisser se propager ça et que d'un autre côté, il ne peut pas dire que c'est en raison du programme pour des raisons idéologiques et électoralistes, eh bien, il va poursuivre son but de manière très intelligente et très fine à travers la technicité de la logistique. Voilà. Monsieur Messia, Faiza Ben Mohamed, il y a un autre souci aussi, pour lequel d'ailleurs Emmanuel Macron s'est exprimé à plusieurs reprises dans ses différents discours, et ce depuis le début, sur le financement des cultes en France, sur cette, j'allais dire, quelque part, prise d'otage de certains pays d'origine qui prennent l'islam aujourd'hui. On va en citer trois, l'Algérie, le Maroc et la Turquie, qui se disputent un petit peu l'islam de France. Est-ce qu'il faut en finir avec cela ? Est-ce qu'il faut revenir finalement à un islam avec des imams français, sachant bien parler le français, maîtrisant le français et faire des prêches en français? Oui ou non, Faiza? C'est un peu plus compliqué que oui ou non, Christophe, si vous le permettez, parce que moi, la question du financement, elle est indépendante de la question des imams en réalité. Les imams aujourd'hui, évidemment, moi je trouve très logique qu'on ait dans les mosquées des imams qui soient francophones. C'est une question de bon sens, tout simplement. Pour la compréhension de tous. Et c'est aussi l'expérience que j'ai fait ici dans mon quartier, où il y avait deux mosquées, une où l'imam n'était pas francophone, une où l'imam était francophone, et au final, ben, il y avait un espèce de scission générationnelle où tu avais des jeunes qui allaient dans la mosquée où l'imam était francophone, et les plus âgés qui allaient là où l'imam ne parlait pas français. Je pense que c'est une question de logique. Après, sur la question de est-ce qu'ils doivent être français et ne pas avoir de nationalité Formé en France, Faiza. Formé en France ou non, pas? mais pour quelle raison la formation en France? Formée par qui déjà? En fait, il y a aucun processus clair qui nous détermine un espèce de guide de formation qui a été fait ou élaboré pour les imams, parce que les imams, en fait, on parle beaucoup de la question de voilà, est-ce qu'ils sont français, formés en France, attachés au pays d'origine et tout. Mais est-ce que quelqu'un s'est attaché à travailler sur la question du statut des imams, le statut de précarité? Ils sont souvent pas salariés, ils sont là bénévoles presque 24/24 à régler les histoires de divorce, les histoires de mariage, les baptêmes, les fiançailles, les ci, les ça, les questions d'héritage. Et en fait, on leur demande plein de choses. Et au sein de la sphère politique, on jette l'opprobre sur eux. En fait, ça devient eux qui sont responsables de tout. Moi, je réfute les espèces de postures électoralistes qui visent à accuser les imams dès qu'il y a un souci, ouais, ils fréquentaient tel imam de tel ci, tel ça. Moi, je suis contre de tout ça. Je considère que les imams, y compris quand ils viennent de l'étranger, ne posent pas de problème à la société française du moment qu'ils n'incitent pas à la haine, n'appellent pas à la haine. Où est le problème avec ça? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'un imam, parce qu'il est en France, parce qu'il a été formé en France par je ne sais qui, encore je le rappelle, parce que la formation, il faut aussi pouvoir la définir. Il n'y a pas de formation d'imam aujourd'hui. Ça pose énormément de questions de venir aujourd'hui nous dire ça. Et la question du financement du culte, elle est complètement indépendante. Venir nous dire les lieux de culte doivent maintenant déclarer les donations, pas pouvoir accepter plus de tel montant, blablabla. C'est perpétuer aussi l'idée qu'il y aurait au sein des États étrangers des personnes qui tirent les ficelles de ce qui se dit dans la mosquée. Sauf que c'est faux. Il n'y a pas aujourd'hui de lien qui est établi de manière formelle entre les modes de financement des lieux de culte qui très souvent sont financés par les fidèles qui viennent le vendredi donner la quête, la boîte, ce que vous voulez, et donc le mode de financement et le type de discours qui y est tenu. Nous, ici à Nice, on a une mosquée qui appartient au ministre des cultes, qui est hébergée en fait dans un bâtiment qui appartient au ministre des cultes saoudien. Ce monsieur n'a jamais mis les pieds dans cette mosquée et il est d'obédience wahhabite puisque saoudien. Et pour autant, le type d'islam qui y est prêché à l'intérieur, c'est un imam d'origine algérienne qui gère cette mosquée de rite malikite. Donc il n'y a pas de lien qui puisse être établi entre le mode de financement et le type de discours qui est tenu. C'est très important de le rappeler. Monsieur Jean Messia, faut-il en finir avec l'islam consulaire? Je crois que oui, parce que effectivement, là encore, je rejoins l'exergue du propos de Faiza Ben Mohamed sur l'idée qu'effectivement, il y a longtemps, l'islam consulaire ne posait pas de problème. C'est vrai, pour deux raisons. D'abord à cause du nombre, c'est que le nombre de musulmans il y a 30 ou 40 ans n'est pas le nombre de musulmans en France aujourd'hui. Aujourd'hui, l'islam de France, c'est entre 6 et 8 millions de personnes, donc c'est presque un peuple dans le peuple d'une certaine façon. C'est pas quelques centaines de milliers de personnes, donc c'est quelque chose qui en nombre compte. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, dans le monde arabe est aujourd'hui, enfin en tout cas le monde musulman, est traversé par un raidissement
identitaire et religieux très important. Et effectivement, quand vous avez des imams qui viennent de pays comme l'Algérie, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, etc., ce sont quand même des pays où vous avez une exacerbation de l'islam, ou en tout cas une interprétation de plus en plus rigide de l'islam. Forcément, quand vous avez un islam consulaire, eh bien vous avez plus de chances d'importer cette vision de l'islam rigoriste, raidi, etc., en France, au risque de percuter les valeurs de la République française. Et j'ajoute qu'effectivement, s'ajoute à ça une problématique géopolitique, parce qu'on sait très bien, si vous voulez, que comme les élites françaises, depuis une quarantaine d'années, ont organisé une sorte de désert identitaire de la France, en nous expliquant que la France n'a pas de culture ou que la France est une identité plurielle, toutes ces inepties qui ne veulent rien dire, sauf à dire que justement la France n'est rien et que n'importe qui, venant de n'importe où, croyant dans n'importe quoi et se comportant n'importe comment peut être français du moment qu'il a la carte nationale d'identité, eh bien effectivement, vous avez des peuples étrangers qui, à travers leur religion, eh bien, viennent s'installer en France et sont téléguidés, sont instrumentalisés par leur pays d'origine. Parce que, évidemment, la Turquie joue avec la diaspora turque à l'étranger, dont les Turcs français. Le Maroc, c'est la même chose. L'Algérie, c'est la même chose. La Tunisie, c'est la même chose. Et donc, à travers ce canal religieux, la France devient le terrain de jeu d'une lutte géopolitique pour le contrôle, ou en tout cas l'influence de l'islam dans le monde musulman. Donc il faut sortir de cette logique, parce qu'encore une fois, la France n'est pas un terrain de jeu. La France a une identité nationale. Elle doit faire respecter son indépendance nationale, avec tout le respect qu'on doit à tous les citoyens, quelle que soit leur religion et quelle que soit leur origine, mais ces citoyens doivent allégeance à la France avant tout. Quand Merci, on est français, Monsieur on est Messia. français musulman, on n'est pas musulman et français. Merci, Monsieur Messia. Merci, Faiza Ben Mohamed. En un mot, comment avez-vous qualifié ce débat que j'ai trouvé dans l'ensemble d'assez bonne qualité, Faiza? Non, je trouvais très intéressant de pouvoir, même s'il y avait des moments où c'était un peu pénible, je pense que c'est très intéressant de ne pas rester dans la. Moi, pour vous parler franchement, j'ai déjà eu quelques petites altercations avec Jean Messia sur Twitter, et je redoutais un petit peu le type de débat réseaux sociaux qui consiste à ce que tout à l'heure les internautes puissent couper des trucs pour aller faire un espèce de clash sur Twitter qui est quelque chose d'assez contre-productif en fait. Ça, ce sont des espèces de machines à clics. Maintenant, bien qu'on soit d'accord sur rien, et tant mieux. Parce que le jour où je suis d'accord avec Jean Messia, c'est que j'aurais brillé. Mais je pense que très intéressant qu'on puisse, dans un espèce de contexte un peu moins hystérique que les plateaux télévision, moi je vous encourage, Christophe, à multiplier les initiatives comme ça, à faire des débats en ligne qui sont, bon certes, on est à distance et tout, c'est pas pareil, mais très très intéressant que ça puisse se perpétuer en tout cas. Comment avez-vous qualifié ce débat, Monsieur Messia? Moi, j'ai trouvé le débat intéressant. Vous savez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en démocratie, le désaccord n'est pas un crime, c'est une opportunité. Fort heureusement, la France est encore une démocratie et non pas une démocratie islamique, donc on a le droit de parler librement et d'exposer des thèses même contraires aux religions, même contraires aux croyances, etc. Voilà, donc moi j'ai trouvé le débat enrichissant. Effectivement, nous avons eu maille à partir avec Faiza Ben Mohamed sur les plateaux télé. Mais encore une fois, la tenue du débat était très bonne. J'ai juste une dernière question à poser à Madame Ben Mohamed. Quand vous dites journaliste et militante, vous êtes militante de quoi, Madame? Moi, je suis militante contre l'islamophobie, contre les gens comme vous, Monsieur Messia. D'accord. Voilà. Donc, vous êtes une militante pro-turque et pro. Non, Monsieur Messia, Absolument arrêtez les pas, attaques vous personnelles. racontez n'importe quoi. Monsieur en fait. Messia, Vous racontez- on va pas finir. Monsieur Messia, En fait, vous avez, faut ça que s'est vous très bien brillez à passé. raconter n'importe quoi. Attendez, Faiza. L'islamophobie n'existe pas en France, Madame, c'est ça le Non, problème. mais laisse-le, Christophe. Il a L'islamophobie, voulu. ça va En fait, là, Monsieur Messia, il prend son petit mot de la fin, il essaye de faire sa petite blagounette, Le, c'est trop le- nul. le débat Tout le s'est monde bien s'en fout. passé. Ah non, Nous pas n'allons du pas tout, non. terminer par des attaques personnelles. Madame. Nous n'allons pas terminer ce débat par des attaques personnelles. Si vous le voulez bien, vous êtes très bien comportés tous les deux, c'est formidable. On remercie ceux qui ont multidiffusé ce live, à savoir Ethic News, Islam et Info, Christophe le Grand Forum, KSL France, ainsi que le Média Live et Live Motard 06. Merci à tous pour votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre débat. Monsieur Jean Messia, merci beaucoup. Faiza Ben Mohamed, merci beaucoup. Et j'ai l'impression Merci à vous. finalement, Monsieur Messia,
en croire certains commentaires sur les réseaux sociaux que finalement, vous n'êtes pas d'accord avec Faisal Ben Mohamed, mais vous l'appréciez beaucoup au fond de vous-même, j'en suis sûr. Merci beaucoup, bonne soirée et à très bientôt. Non, ça n'a rien à voir avec la politique. Oui, bah bien sûr, mais ça n'empêche pas d'avoir de l'affection pour quelqu'un. Merci beaucoup, monsieur Messia, à très bientôt. Merci calmez-vous, hein. Faisal Ben Mohamed et merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt.